Nos regards complices, amants. Les dîners en tête à tête, où pour toi je me casse la tête. Plus de je t'aime, plus de dessert. Out, les hôtels vent la mer. Les je vais décrocher la lune, l'utopie de la vie commune. Les plans sur la comète, pour que tu me joues ta plémette. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, 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 pour que tu. Plus de promesses de fiançailles, de l'eau déchirant, bye bye. Les ai volés dans des criques à faire le pont romantique. Plus de sous-marin dans ton bain, pensez pour le premier bambin. Plus d'SMS à l'appel pour dire que je te kiffe ma belle. Plus de parties de cœur en l'air, d'heure de 1 en hiver. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, 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 pour que tu. Bye bye belle-mère, promesse à la mer, bisous dans le cou, petit regard voyou, ta main à tenir, efface les souvenirs. Caprice c'est fini, tes caprices aussi Saint-Valentin, surprise y'a rien. Sans violence, plus violent d'amour symphonique. C'était trop long, reprends tes clics. Chanson, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, 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 pour que tu. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, 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 pour que tu reviennes pas. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, 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 pour que tu.
Et bonjour à tous, messieurs, dames, 16h54, on a du retard, il n'y a plus de limite. J'espère que vous allez bien, que vous êtes à fond la forme, c'est mercredi, c'est farce tranquille, évidemment, et avant cela, c'est Juste Bistrot, le dernier de la semaine, vous le savez, direction Paris. Paris la Belle, Paris la Grande demain. Alors on espère, parce que je suis censé aller à la gare de Lausanne, il neige demain. Enfin cette nuit il doit neiger à Lausanne, on va être emmerdé. Normalement ça doit le faire. On espère arriver à bon port. Je pars le jeudi pour un spectacle le soir même. Je sens que je vais avoir du pif. On va voir. Pas trop anticipé, mais on va réfléchir. On va réfléchir là-dessus. J'espère que tout va bien se passer évidemment. J'ai hâte de retrouver les copains de Paris, les amis. Mais en attendant, on a une belle émission qui nous attend. Il y a pas mal de choses. On va passer aux États-Unis. On va parler de Trump. On va parler de Patrick Sébastien. Voilà, il y a des liens qui doivent se faire. On va parler de Morandini. On va parler de Bac Pro et d'intelligence artificielle. C'est une émission qui va plus que jamais partir dans tous les sens. Si vous avez apprécié hier cette séquence folle, merci encore à Marine Tondelier, alors qui ne m'a pas envoyé de MP sur les réseaux sociaux. Ça, je m'en suis étonné quand même. J'ai pas eu de nouvelles. Non, elle m'a pas dit merci pour cette critique du livre, c'est bluffant. Effectivement, j'ai écrit de la merde. Non, pas de nouvelles. Pas de nouvelles, donc je croise les doigts, mais à mon avis, c'est foutu. À mon avis, c'est foutu. Donc, on verra. On verra, mais en attendant, installez-vous confortablement, les amis. On va papoter aujourd'hui. On a plein de sujets. Je vais vous proposer une réflexion. Vous allez voir, il y a une analyse. Il y a une analyse d'une séquence que j'aurais voulu appeler les théories à la con. Mais je me dis, c'est peut-être pas si con que ça. On verra. C'est vous qui allez juger, les amis, là-dessus. Tous les copains sont là, ça fait plaisir. Il y a Silla 1206, il y a Isa Tricotte, il y a Hervéro, il y a Ferdan. Il y a qu'une d'une 73 qui dit tu descends le petit chêne à ski, c'est facile. Bah oui, mais évidemment, j'ai jamais foutu les pieds sur des skis, je sais pas skier. Donc vraiment. Vaut mieux pas dans la rue. Alors il y a Cled qui dit dans le chat, voilà, n'hésitez pas si vous avez des réflexions, des questions, les amis. Cled qui dit pardon de remettre une pièce dans le jukebox. Berkoff a reçu Golnadel dans son émission sur Toxin, j'ai même pas vu, à vrai dire. J'ai même pas vu. Ferdan qui dit alors Rémi, la porosité entre le mainstream et l'alternatif, j'en ai parlé hier. Je vais pas remettre une pièce dans la machine. Non, on va pas parler de ça tous les jours. Vous avez mon point de vue. Soutien à Didier, j'allais dire à Didier Bourdin, rien à voir. À Jean-Jacques Bourdin, qu'on embrasse évidemment, soutien à lui. Faites des dons, c'est important, faites des dons. Attends, il bosse dans les médias mainstream depuis 70 ans, il a pas de quoi s'acheter un micro pour faire des podcasts. Alors, on l'embrasse, faites des dons. Appelons l'ONU d'ailleurs, l'ONU, c'est important. Poutrel85 qui dit j'ai tellement ri hier, énorme respect à toi pour t'être infligé cette lecture. Mais les amis, vous savez, le pire, c'est que j'aime bien. Le pire, c'est que j'aime bien les livres de politiciens parce que personne ne les lit. Mais comme je vous disais hier, il y a des choses souvent intéressantes à apprendre. Donc j'aime bien les bouquiner, au contraire. Et Ferdan qui dit non, mais oui, on passe à autre chose, pitié, c'était pour chambrer. Ah, mais voilà, tu vois, tu me chambres, moi tu me lances, il m'en faut pas beaucoup. Non, mais genre, en plus, on va parler de Morandini aujourd'hui. C'est un coup l'un, un coup l'autre. Voilà, il y a les deux sujets du moment. Fléau93 qui dit est-ce que tu étais au courant qu'Alerte Générale était sur TVL? Oui, ça aussi, on en a déjà pas mal parlé. Tout le meilleur pour la suite. On va pas remettre une pièce dans la machine. J'attends l'invitation. Peut-être je vais attendre longtemps, on verra. Merci à Laurent Watteau pour le sub 40e mois, 41e mois. Ça nous rajeunit pas. Merci beaucoup. Radical Libre 9 qui dit vérifie et réponds à mon com STP. Alors remets ton com s'il te plaît, camarade, que je puisse te répondre. J'ai pas vu passer, donc n'hésite pas à me dire. Hervéro qui dit déjà on devrait... Déjà, nous, on devrait faire des dons pour te rembourser ce bouquin. Non, mais attends, le pire, je te jure, j'aime bien, ça m'intéresse vraiment. Sans déconner, ça m'intéresse. J'en ai lu des Daubas et parfois c'est chouette, parfois c'est super. La Girafe 84 dit hier, j'étais en réunion publique pour les municipales. Ça a été compliqué de ne pas m'esclaver en t'écoutant. Ah, t'as du courage de faire les deux. Rick Stasi dit t'as vu le rappeur Zola, les dingueries qu'il a faites, les jeunes me font peur. Alors là, j'en appelle au référent Street Crédibilité. Il a fait des trucs? Ouais, mais c'est un tocard, il aurait séquestré un fan chez lui. Mais non. Ouais, je te jure. Sérieux? Ouais. Il est foncé, il est toujours sous lui. C'est un Américain, il se prend pour un Américain. Séquestrer un fan? Putain. Ouais, je crois. J'ai pas suivi en vrai. Ok. En vrai, j'ai pas creusé du tout. J'aime pas ce gars. Bah super. Bah on l'embrasse. On l'embrasse pas alors. Ouais. On l'embrasse pas alors. On l'embrasse pas. Je le savais pas. Séquestration et torture apparemment, direct Stadi. Ouais, je pense que ça va de pair. Nickel. J'ai pas suivi, c'est pas dingue, ouais.
Ah ouais, pareil, j'étais pas au courant de cette affaire. Merci Rixtasi pour l'info, n'hésite pas pour la bonne humeur, toujours. Radical Libre 9, voilà, je lis ton message. Tu dis la réflexion de qui veut la paix prépare la guerre m'a choqué de ta part. Tu es plutôt à vouloir préparer la paix pour la paix. Oui, non mais évidemment. Alors là, oui, t'as raison. T'as raison de rebondir sur ce point. Effectivement, c'est l'expression civis pacem parabellum. C'est l'expression latine. Si l'expression de base avait été civis pacem parapacem, j'aurais dit ça. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Quand je parle évidemment de qui veut la paix prépare la guerre, c'est pour reprendre l'expression. Mais loin de moi l'idée de faire la guerre, qu'on soit bien d'accord. Quand j'utilise cette expression, c'est plutôt dans le sens de préparer nos arrières, un peu dans un discours pas survivaliste, parce que ça aussi ça fait un peu peur, mais mince, comment ça s'appelle, tu sais, c'est la même idée que survivalisme mais en sympa bon, on va vivre dans un bunker mais on va faire un barbecue avec les copains parce que ça va être rigolo. Je sais plus comment ça s'appelle, c'est pas anticipation, c'est merde, bon bref, enfin vous avez l'idée. C'est un peu ça, c'est juste de préparer les arrières et d'être tranquille, de pouvoir faire notre boulot, de pouvoir continuer l'aventure juste milieu en toute tranquillité. Donc je suis d'accord avec toi, Radical Libre 9, effectivement le mot de guerre est évidemment excessif. Euh, à l'heure où le roi Merlin représente quand même l'État islamique. Allez, je suis quand même obligé d'en mettre une petite là-dessus en guise d'introduction. Vous avez vu là, autonomiste, voilà, c'est ça, l'autonomie, voilà, merci. C'est plus dans cette perception-là. Vous avez vu, là, il y a une affaire énorme, hein, c'est Sleeping Giant. Alors, je vous résume l'affaire comme je l'ai comprise, vous allez me dire ce que vous en pensez. Je vais même pas vous montrer les captures d'écran et tout, on s'en fout. C'est juste, ça m'a fait marrer. Sleeping Giant, alors c'est des types... je vous raconte l'histoire, tout est vrai, hein. Je vais faire des vannes mais tout est vrai. Même cette chemise H&M qui est d'un tissu très épais, très épais, très épais, trop épais, ça c'est possible. Bon, on n'est pas là pour parler tissu. Donc Sleeping Giant, c'est une association de type. Bon, alors leur truc, c'est de regarder ils sont d'extrême gauche. Extrême gauche, c'est vraiment extrême gauche, extrême gauche. Tellement extrême gauche du genre, il n'y a pas de problème avec Gérard Miller. Tu vois, vraiment extrême gauche, extrême gauche. Et eux, leur truc, c'est ils regardent les sites internet des méchants, donc l'extrême droite. Alors, je rappelle, hein, le méchant, c'est selon de quel bord de la piscine vous vous situez. Pas facile de suivre. Hein. Le nazi, ça dépend de quel côté vous êtes. C'est-à-dire, pour l'extrême gauche, genre les nazis, c'est l'extrême droite. Pour l'extrême droite, les nazis islamistes, c'est l'extrême gauche. Tu dis, putain, organisez-vous, qui est nazi, qui a une moustache, qui a pas de moustache, on sait plus. Donc Sleeping Giant, c'est une espèce d'association chelou de type d'extrême gauche. Alors, on sait pas trop qui y a derrière eux. J'ai entendu la rumeur que c'est financé par Soros, on sait pas, ou Justin Bridou, on sait pas. Et ils passent leur journée à regarder des sites internet de leurs nazis à eux, donc l'extrême droite, pour voir s'il n'y avait pas des pubs d'entreprises. Et puis après, ils font ce qui s'appelle en anglais le name and shame, c'est-à-dire ils nomment les entreprises qui diffusent des pubs sur les sites d'extrême droite et ils leur mettent la honte. L'archouma, comme on dit dans les territoires chauds. Là, ils leur mettent la honte, c'est name and shame, tu vois. Bon, alors Sleeping Giant, ils ont que ça à branler. Leur truc, c'est de dire, voilà, le roi Merlin, vous avez une publicité qui est passée sur le site de Frontières. Alors c'est ce qui s'est passé hier, ça a fait une polémique extraordinaire. Alors je rappelle pour la petite précision, là on va être dans le juste milieu, c'est que aussi bien Sleeping Giant que Frontières, je leur pisse au cul. J'ai bu beaucoup d'eau aujourd'hui, donc tout le monde sera servi. Sur un site internet, c'est-à-dire ce qu'on pourrait faire avec Juste Milieu, ce qu'on n'a pas fait. Mais ceux qui ont déjà géré un site internet voient de quoi je parle. C'est que si vous voulez diffuser des publicités, vous pouvez utiliser la régie publicitaire de Google. C'est-à-dire, vous dites à Google, voilà, il y a des espaces sur mon site internet, tu mets un code et Google automatiquement va identifier, grâce aux cookies, va identifier ton audience, les habitudes de consommation, les âges, les machins, les bidules. Et Google va automatiquement diffuser des pubs. Mais toi, t'as pas la main. Tu peux encadrer, évidemment, tu peux interdire certains types de pubs, certains machins, mais t'as pas véritablement la main. C'est comme sur YouTube. D'ailleurs, c'est la même régie pub, c'est Google aussi. Sur YouTube, les pubs YouTube que vous voyez, c'est pas moi qui décide. Vous vous doutez bien que si vous voyez une pub pour un monte-escalier Stana, moi le monte-escalier, j'en ai rien à foutre. Donc, c'est pas moi qui décide de mettre les monte-escaliers Stana. Sur un site internet, c'est exactement pareil. Donc, Sleeping Giant, ils font des polémiques alors que ni les entreprises ni les sites internet décident qui va mettre la pub où. C'est Google qui décide. Donc, s'il y a un problème, il faut aller voir Google. Donc, Sleeping Giant, bon, hier, ils ont avant ces derniers jours, on va dire, ils ont épinglé Frontières parce qu'il y avait une pub Le Roi Merlin.
Et ils ont épinglé le roi Merlin en disant le roi Merlin, alors, ça fait quoi de sponsoriser le Troisième Reich allez vous faire... Enfin, voilà, je ne dirais pas de gros mots, je suis en ligne. Et ils ont déchiré le roi Merlin. Alors, là, il faut se mettre à la place du community manager de le roi Merlin. Lui, au départ, son truc, c'est... bon, bah voilà, combien on a de planches, une promo sur les écrous, enfin, tu vois... Tu sais, le CM de Leroy Merlin, normalement, c'est pas un métier à haut risque. Hein. Je veux dire, bon, un jour, il y a peut-être un mec qui s'est mis un coup de marteau sur les doigts. Bon, ils font une blague. Ah bah ouais, au moins, t'as des mains. Bon, après, voilà, il est CM, c'est pas l'humoriste du siècle. Mais bon, CM de Leroy Merlin, tu vois, c'est pas responsable happiness officer en Afghanistan. Tu vois, t'as une notion de danger qui est pas la même, normalement. Et là, le CM Leroy Merlin, faut imaginer, bon, c'était hier que ça a explosé l'affaire. Bon, mardi 11h, déjà il est quasiment au week-end. On va l'appeler Lucien. Tiens. Lucien, le CM de Leroy Merlin. Donc il est sur son ordinateur, Leroy Merlin sur Instagram, on va mettre une photo de lavabo. Et il est content, Lucien. Bon, et là, il regarde, il fait la veille des réseaux sociaux de Leroy Merlin, et il voit sur Twitter, Lucien en t'encule. Ah, moi, tu vois, j'essaie de jouer Lucien, je me mets à sa place, je dis Sleeping Giant, qu'est-ce que c'est que cette histoire Sleeping Giant? Et peut-être Lucien, il avait aucune idée de ce que c'est Sleeping Giant. Lui, son histoire, c'est WB40. Il est sur de l'huile, sur des trucs comme ça, des trucs techniques, des vrais trucs, tu vois. Et là, Lucien, apparemment, c'est dans Lucien qui voulait ranger les écrous. Alors, il regarde ce que disait Sleeping Giant, il comprend que Sleeping Giant, c'est un ramassis de gauchistes qui ont que ça à foutre de s'en prendre à des entreprises qui ne sont même pas responsables de où sont diffusées leurs pubs. Et Lucien, il dit, alors non seulement il y a des gauchistes qui veulent prendre son anus pour une boîte à outils, donc déjà Lucien, il dit, attends, il n'y a pas tant de place que ça non plus. Et après, Lucien, non seulement, bon, va te faire enculer Lucien, et en plus, Lucien, t'es nazi. Merde. Parce que de Leroy Merlin à Nuremberg, normalement, c'est pas la même bretelle d'autoroute. Hein. T'as une marge de manœuvre, hein, là encore. Hein. Tu n'es pas... Et là, Lucien, putain, coup de panique chez Leroy Merlin. Donc il appelle tous ses copains, tu sais, qui ont des poches, des pantalons avec des poches. Ça, c'est un truc de bricoleur. Ou de randonneur, généralement. Et généralement, c'est les mêmes. Le mec qui bricole, il a un pantalon avec des poches au niveau des genoux. Ce que personne n'a. Ou alors, Gabriel Attal. Gabriel Attal, il a des poches au niveau des genoux, mais c'est ses yeux. Donc ça n'a rien à voir. Là, c'est vraiment des poches pour ranger des outils, si tu veux. Je parle pas de Gabriel Attal, voilà, je parle du pantalon du bricoleur. Et donc, putain, Lucien, il appelle ses collègues bricoleurs. Bon, ils sont au siège social de Leroy Merlin. Donc c'est Wall Street de Leroy Merlin. C'est la maison mère de Leroy Merlin. Hein. Donc ça rigole pas, tu vois. Là, il appelle tous ses collègues. Il dit, bon, les gars, apparemment, on est nazis. Ils sont pas sur le dossier tous, hein, je vais pas vous mentir. Bon bref, je vais pas vous faire la journée qu'ils ont passée chez Leroy Merlin. Donc ça, c'est une chose. Sleeping Giant, ils ont épinglé Leroy Merlin. Et de l'autre côté, il y a Frontières, donc qui est, si vous voulez, c'est comme des gauchistes, sauf qu'ils se lavent. Ouais. Ils sont tous aussi cons. Vraiment, moi je fais match nul. Là-dessus, j'appelle ça un match nul. Vraiment, Frontières, Sleeping Giant, c'est un 100 mètres de cul-de-jatte. Le combat est spectaculaire, mais le résultat, on s'en branle parce que vraiment, il y a des pompes à vélo de tous les côtés. Donc, pour moi, c'est la même daubasse. Voilà, je vais être très clair avec vous. C'est des gauchistes contre des droitards. Donc, voilà, t'en as qui écoutent du Zaz, t'en as qui écoutent du Michel Sardou. À 3 grammes, tu vois plus la différence. Et Frontières, voyant l'occasion de vendre leur magazine, tu vois, voyant l'occasion de se victimiser, ils sont arrivés en disant oui, comment ça Lucien de chez Leroy Merlin, il veut retirer la pub parce qu'il supporte pas l'idée que son cul soit une boîte à outils. On nous en veut, on veut nous faire taire, on veut nous asphyxier financièrement, a déclaré Eric Tegner. Donc Eric Tegner est une sorte de Jeanne d'Arc 2.0 sans les couilles. Vraiment, c'est le même. C'est le même gars. On est entre Jean Moulin et Willy Denzé, si vous voulez. Pour situer, c'est le patron de Frontières, voilà, patron de Frontières qui te dit toute la journée, ouais, non, la justice fait pas son travail, il y a trop de délinquants dehors, et il est accusé d'harcèlement sexuel. Ouais, bon, tout est possible. Pourquoi pas, après tout, moi je veux dire, hein. Et donc Eric Tegner il est pas content. C'est un mec qui est pas content. Et il a dit, ouais, Leroy Merlin, ils ont tiré leur pub, on veut nous faire taire, ils ont cédé devant l'islamisme nazi.
Du coup, ils arrivent au même point. Tu sais, c'est comme les dessins, tu dois relier les points. Nazi, enfin, extrême droite, extrême gauche, ils relient le dessin, ils arrivent au même point, nazi. Et ça fait une forme de... Ça fait un serpent, c'est pas ce que ça fait. Donc, moi j'ai été bluffé par cette affaire. Alors je vous la raconte, évidemment je vous invite à regarder parce que des deux côtés c'est du miel. Hein. Vous avez les pro-Sleeping Giants qui disent le roi Merlin c'est des nazis. Et vous avez les pro-frontières qui disent Sleeping Giants c'est des nazis. Alors, nazis... Supplément Daesh. Là, c'est une branche très très fine du Troisième Reich. C'est que les droitards ont inventé le concept de nazi islamiste. C'est-à-dire, t'es nazi, t'es fasciste, voilà, jurisprudence Maisto, et t'es aussi islamiste. C'est les deux. C'est les deux en même temps. Ce qui est rare, tu vois, ce mélange entre Kaboul et Munich, qu'on n'avait pas vu venir. Et donc voilà. Donc, cette affaire, je vous la raconte. Alors, je laisse le soin à ceux qui ont suivi de près de dire que je dis pas de conneries. C'est ça le pire. Et donc, il y a une guerre. Il y a une guerre entre à la fois les deux extrêmes de notre sphère politique française, les deux extrêmes, mais les deux partis les plus visibles sur les médias, sur les réseaux sociaux et tout ça. C'est vraiment ce qu'on entend de plus. Donc je trouve que voilà, c'est un débat ridicule. Et évidemment, Sarah Knafo a mis son soutien, le journal du dimanche et tout. Frontière aujourd'hui, ça y est, c'est vraiment la France résistante face au Troisième Reich. Hein, vraiment. Voilà, c'est assez dingue, assez dingo. Donc je vous avoue que moi, je mange le popcorn. Hein. Comme disent les fans de Trump, là j'ai sorti des 35 tonnes de popcorn depuis hier. Et je sais pas qui me fait le plus pitié. Très honnêtement, j'ai pas encore choisi. Entre les gauchistes, tu vois, qui s'en prennent à Leroy Merlin parce qu'ils ont fait une pub qu'ils ne maîtrisent absolument pas et qui est diffusée sur un site qu'ils peuvent pas décider. Ou Frontières qui passe ses journées à dire ouais, il y en a marre de la victimisation des migrants, la France aux Français. Et dès qu'on leur fait une petite pichenette, ils sont là, ah non, ils m'ont tapé, faites des dons, achetez notre revue. Tu dis, attends, c'est ça la France viriliste sur laquelle vous bandez parce qu'on n'est pas sorti du sable. Hein. Si vous voulez le retour de la France forte, de la France comme on l'aime, de la France solide qui a résisté aux Visigoths, qui a résisté aux Allemands, qui a résisté à Maître Gibbs, et que on vous fait une pichenette, vous venez chialer parce qu'il y a 3 types en Sarwell qui s'en prennent à Leroy Merlin. Putain, si la France de demain, elle a le courage d'Éric Tegner, je préfère aller vivre en Espagne, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Castagnetas, paella. Ah ouais, ah non, parce que vraiment... c'est dingue. Hein. Et effectivement, il y a mon Hervéro dans le chat qui dit Leroy Merlin a décidé de retirer leur promotion sur Frontières. Ben oui, mais je te dis, c'est ce que je te racontais sur l'histoire de Lucien. Ça, j'ai un petit peu inventé, ça c'est vrai. Mais je pense que Lucien, il a vu le coup de pression, et puis Leroy Merlin, je pense sincèrement qu'ils étaient même pas au courant qu'ils étaient diffusés sur Frontières. C'est ce que je vous dis. Les pubs, c'est comme YouTube. On ne peut pas décider. Nous, les créateurs, nous, les détenteurs de sites internet sur lesquels il y a de la pub, on peut pas décider. Donc cette polémique, elle est ridicule. C'est comme si demain, je sais pas, il y a une pub, tiens, admettons, il y a une pub Leroy Merlin qui est diffusée avant une vidéo Juste Milieu, avant la farce tranquille. En fait, il y a Frontières qui va me dire vous diffusez Leroy Merlin, faites des dons. Voilà, toutes les phrases Frontières finissent par faites des dons généralement. La méthode Bourdin, comme on dit. Donc voilà cette affaire qui m'a passionné. Alors à mon avis, on n'a pas fini d'en entendre parler. Peut-être que Éric Tegner va défiler nu dans Paris avec une pancarte. Je suis le roi Merlin. Je sais pas. Tout est possible désormais. Hein. Tout est possible. Et alors pour finir la vanne, parce qu'on ne peut pas faire plus drôle. J'ai tout donné, mais on peut pas faire plus drôle. Éric Tegner a fait un post où il tag Elon Musk. Ah ça je vais vous le montrer. Le reste je voulais pas montrer parce que je pense que je l'ai bien raconté. Hein. Mais Éric Tegner il a fait un post pour aller chialer auprès d'Elon Musk. Regarde. Je vais vous le lire et vous le traduire parce que je suis assez à l'aise en anglais. Dear Elon Musk, far-left activist just forced a huge French retailer to boycott my media, Frontiers Media, because we are on the right. Alors je vous le traduis. Cher Elon Musk, des activistes de gauche extrême ont forcé une grande marque, un grand distributeur français, à boycotter mon média, Frontières Média, parce que nous sommes de droite.
It's blowing up into a massive national controversy in France. Cela est en train de tourner en une controverse massive en France. Alors massive dans la tête d'Éric Tegner. Comme je vous l'ai dit, lui dans sa tête c'est l'opération Overlord, hein, mais en vérité, pète dans un verre Duralex, c'est le même écho. Hein, pour le quotidien des Français, vraiment tout le monde s'en tient. Same playbook they used against you. They want us dead. Will you stand with us? Alors le truc du playbook, j'ai pas compris parce que je parle un peu anglais, mais j'ai arrêté en CM2, donc une même méthode. Ils utilisent une même méthode contre vous, je suppose. Ils nous veulent morts. Vous tenez-vous à nos côtés? Alors c'est vrai que moi bêtement, hein, je vous l'ai dit, j'ai pas choisi mon camp, hein, juste milieu. Mais c'est vrai que je me suis posé une question, c'est Elon Musk déjà, qu'est-ce qu'il en a à branler? Point numéro 1. Je rappelle que Elon Musk hier soir, il était à table avec Donald Trump, Cristiano Ronaldo et Mohamed Ben Salman, le prince héritier de l'Arabie Saoudite. Donc si les problèmes de pas de vis d'Éric Tegner en Ile-de-France, je suis pas certain qu'Elon Musk, ça l'empêchait de dormir en vérité. Je suis pas certain, tu vois. Mais voilà, je veux pas... Après, je sais pas, il le connaît, hein, il a dit « Dear Elon Musk », donc voilà. Après, je serais quand même tenté, dans cette victimisation qui rappelle les grandes heures des racailles de banlieue, qui se victimisent à chaque fois qu'on s'en prend un peu à eux. Hein. C'est de Éric Tegner au survêt Lacoste, finalement, il n'y a pas si long. Mais pour la symbolique, et là, c'est pas l'homme qui parle, c'est l'analyste, ces fameux de droitards qui bandent sur le retour d'une France forte, souveraine, indépendante, et qui viennent chialer auprès d'Elon Musk dès qu'il y a un souci, j'appelle ça des tapis. Hein. Et encore, je m'excuse auprès de tous les tapis avec lesquels il y a écrit bienvenue. Maintenant, faites des tapis avec lesquels il y a écrit frontière. Parce que vraiment, fantasmer le retour d'une France indépendante et aller chialer auprès d'Elon Musk à chaque fois qu'il y a un problème, sur le plan symbolique, on a connu des collabos qui avaient un peu plus de courage quand même. Hein. Donc, c'est vrai que je suis un peu en délicatesse. Je me dis, merde, est-ce que c'est eux, est-ce que c'est ce ramassis de paillassons from Texas qui veulent nous rendre la France de Jeanne d'Arc? Ça, je sais pas. Hein. Donc, voilà, tout ça pour vous raconter cette fabuleuse histoire de Leroy Merlin. On les embrasse, évidemment, on embrasse Leroy Merlin et on pense à Lucien, on pense vraiment à tous les employés de Leroy Merlin qui se retrouvent dans cette histoire. T'imagines Nadine, tu sais qu'elle est caissière à Leroy Merlin, Nadine. Leroy Merlin, Clermont-Ferrand, dans la ZAC, avant la bretelle 12, direction Auxerre. Nadine, elle est caissière chez Leroy Merlin. Ça fait 15 ans de boutique, elle se régale. Elle a ses 2 meilleures copines qui bossent avec elle. Je peux te dire que le midi, ça jacte autour des tupperwares. Bon, bah Nadine, elle aime bien Leroy Merlin. Ça fait 15 ans, elle bosse pour eux. Elle a eu quelques évolutions. Les tickets resto ont pris 20% il y a 2 ans. Et en période d'inflation, ça fait pas de mal. Et ben Nadine, hier soir, elle est rentrée chez elle. Il y a son oncle Henri. Bon, c'est vrai qu'Henri, ça fait 15 ans, c'est un peu le facho de la famille. Voilà, je peux pas trop en parler. Nadine, Henri l'a appelé hier. Nadine salope. Elle est bien embêtée parce que vraiment, son truc c'est scanette. Vous pouvez lever la planche que je touche le code barre. Et Nadine salope. Ouais. Parce que Henri, il regarde frontière. Quoi. Donc, automatiquement, tous les employés de Leroy Merlin sont devenus des nazis islamistes. Alors qu'au départ, leur truc, c'est les pots de peinture. Donc vraiment, ça va vite. Hein. Ça va très très vite sur les réseaux sociaux. Faites attention. Éloignez les enfants, évidemment. Je dis pas ça parce qu'on va parler de Morandini, évidemment. Donc voilà sur cette affaire, les amis. Voilà, je faisais quelques blagues parce que je trouve l'histoire un peu ridicule. Mais papotons un petit peu. Donnez-moi votre avis là-dessus de manière un petit peu plus sérieuse, évidemment. Il y a Otiluc qui dit « Encore faux, tu as choisi le camp de l'élection ». Et donc de l'aristocratie oligarchique en te plaçant au milieu de l'hystérie partisane. Paf! Ah, prends ça dans ta gueule, le pangolin. Là, tu vois, je faisais des blagues, tu m'as calmé, mon Otiluc. Elle est arrivée vite, celle-là. Le petit go qui dit du coup qu'aurait dû faire frontière, des gens essayent d'attaquer leur business et ils doivent laisser pisser.
Alors, évidemment, si vous voulez qu'on décrypte un petit peu plus sérieusement Frontières, vous connaissez ma position là-dessus. Je radote pour répondre à Le Petit Go, pardon. Euh, Si tu veux, alors je radote sur cet élément-là. Frontière est une entreprise qui, en 2024, a levé 700 000 euros auprès d'une plateforme britannique. Plateforme dont l'activité est destinée à organiser des levées de fonds, enfin du financement participatif, comme on dit, mais société britannique qui a l'avantage de faire écran pour qu'on ne puisse pas savoir qui il y a derrière. Donc Frontière a levé 700 000 euros, ce qui représente 16% du capital du média. Propos d'Éric Tegner lui-même dans Libération, donc je peux vous envoyer les sources évidemment si vous voulez. Et donc, je gère l'entreprise juste au milieu. Si vous voulez, je ne suis pas un expert en comptabilité, mais je vois à peu près comment ça fonctionne. Une logique de capital social, ce genre de choses. Quand vous levez 700 000 euros et que derrière, vous demandez des dons à vos spectateurs, sans aucune transparence là-dessus, sans expliquer non plus qu'un député français du nom de Géraud Verny détient 20% du capital de votre média, c'est-à-dire lever des dons, demander des dons, j'ai pas de problème avec ça, mais cela nécessite un minimum de transparence. Quand vous réclamez de l'argent à des gens qui ont peut-être des fins de mois difficiles, quand vous réclamez de l'argent à ces gens-là, sur la base d'une transparence qui n'est pas suffisante, je pense que vous prenez les gens pour des cons. Voilà, pour répondre de manière factuelle, voilà quel est mon avis. Et voilà pourquoi je n'aime pas Frontières. Au-delà d'un Éric Tegner qui fait des leçons de la justice fait pas son travail, alors que ce monsieur est actuellement poursuivi pour harcèlement sexuel auprès d'une ancienne collaboratrice de Frontières. Donc si la justice faisait son travail, peut-être serait-il en prison. Présomption d'innocence, évidemment. Donc c'est pour toutes ces raisons que j'aime pas Frontières, c'est que ils sont l'incarnation en fait d'une fausse alternance. Je vais pas remettre une pièce là-dessus, c'est-à-dire les faux médias alternatifs, les faux médias dissidents, évidemment, et ils sont surtout l'incarnation d'un système qui se protège. Parce que demain, si je suis accusé d'agression sexuelle, vous doutez bien qu'il n'y aura pas 0 article ou 2 à peine sur mon cas et que je risque d'être poursuivi un petit peu plus facilement peut-être qu'Éric Tegner. D'autres l'ont vécu. D'autres dans les médias alternatifs ont vécu des poursuites, ont vécu ce genre de choses, qu'on les apprécie ou qu'on les apprécie pas. La justice est beaucoup plus réactive pour poursuivre Alain Soral que pour poursuivre Éric Tegner. Donc c'est ça, si vous voulez, que je dénonce. C'est que la porosité entre médias alternatifs et médias mainstream s'explique aussi par là. S'explique par le fait qu'il y a des comportements et des facilités qui sont permises à ces médias qui n'existent pas ailleurs. Donc ça dérègle le jeu. Aujourd'hui, Frontières est venu sur le terrain des médias alternatifs avec une force de frappe que personne n'a. Donc, évidemment qu'il y a une forme de jalousie. Ça, je vous l'ai déjà dit, et je suis très à l'aise avec ça. Évidemment que ça vient gratter aussi sur l'audience de Juste Milieu et que ça me fait chier. Je vais pas vous le cacher. C'est normal. Évidemment qu'on peut me reprocher plein de trucs aussi. Je suis pas parfait. Je suis pas le chevalier blanc dans cette affaire. Mais je dis juste que dans les médias alternatifs, quand vous avez des structures comme Frontières qui déboulent avec un pognon que personne n'a s'il n'a pas le système derrière lui, évidemment, personne ne lève 700 000 euros comme ça. Même Toc5 a fait un grand appel aux dons, je suppose qu'ils n'ont pas levé 700 000 euros. Parce qu'il y a une structure qui est beaucoup plus naturelle, qui est beaucoup plus normale. Et bravo à Toc5, c'est très bien comme ça. Comme dit, c'est pas du tout un sujet de levée de fonds ou de dons, je m'en fous. Mais c'est juste que Frontières déboule, ils ont inondé le marché avec des moyens qui ne sont pas des moyens de médias alternatifs. Demandez à quelqu'un comme Greg Tabibian, qui a aussi fait des levées de dons, enfin des appels aux dons. Il a mis du temps, ça fait 10 ans qu'il est dans le secteur, le gars. Ça fait 10 ans qu'il bricole pour construire son média. Frontières, en 2 ans, ils ont dépassé Greg Tabibian, même pas. Donc, et je parle pas à sa place, je vous donne que mon point de vue là-dessus, mais juste pour voir que sur le plan structurel, ces médias alternatifs qui, moi, m'interpellent, en tout cas m'inquiètent par rapport à l'économie, on va dire, des médias alternatifs, ont pris une place énorme en très peu de temps, et avec des moyens qui ne sont pas normaux. 700 000 euros, c'est pas normal quand vous dites indépendant, on fait avec nos moyens et on appelle aux dons des gens. Mais c'est pareil pour Blast. C'est pareil pour le média. Attention, voilà, j'équilibre les tirs. On voit bien ces structures qui poussent à une vitesse folle avec des médias des moyens qui sont disproportionnés. Donc voilà, pour répondre sérieusement à Frontières, enfin à la question qui m'est posée sur Frontières, au moins vous avez mes points de vue là-dessus. Il
Il y a Rorschach du 13 qui dit « Je ne suis pas d'accord Rémi, cette suppression de rente, aussi bénin soit-elle, s'inscrit dans une pratique généralisée de cancel par la gauche, tout comme on a coupé les revenus de TV Liberté, de la Furia, les comptes de collectifs comme Nemesis et autres financements d'influenceurs étiquetés à droite. Frontière et Leroy Merlin, ça n'est qu'un cas parmi d'autres attaques par des lobbies subventionnés qui leur déclarent ouvertement la guerre. » Je me permets de te dire, cher Rorschach du 13, on n'est pas d'accord, c'est une chose. J'ai l'impression d'entendre dans ton discours les éléments de langage qui sont crachés par Frontière. Voilà, je respecte évidemment ton libre arbitre, mais quand tu dis qu'il leur déclare ouvertement la guerre, moi je trouve ça excessif. Comme quand Macron nous dit nous sommes en guerre avec le Covid, ces éléments de langage-là, je les trouve excessifs. Qu'il y ait une propagande gauchiste qui vise à faire taire ces médias-là, qui vise à peser contre eux, à incarner une forme de pression, voire d'oppression. On est complètement d'accord. Déclarer la guerre, je pense qu'il faut peut-être pas déconner. Mais voilà, c'est à la limite une question plus syntaxique qu'autre chose. Mais je trouve ça sincèrement un peu excessif. Je trouve que ce sont les éléments de langage de Frontière. Et je rappelle qu'aujourd'hui, l'hégémonie culturelle est encore un petit peu en possession de la gauche. Voilà pourquoi les médias de droite et d'extrême droite arrivent à se victimiser. Mais quand ça va s'inverser, t'inquiète pas qu'eux aussi ils mèneront des campagnes contre la gauche et l'extrême gauche. C'est une question d'hégémonie culturelle, d'un système qui se défend à travers l'imposition d'une idéologie dominante. Et aujourd'hui, c'est en train de tourner. Donc on a l'impression d'assister à un combat, mais je vous parie l'apéro que dans 4-5 ans, quand l'extrême droite, quand le discours conservateur se sera bien imposé, qu'il sera bien installé, vous allez avoir une résurgence d'un discours dit progressiste qui se battra de la même manière. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc voilà, moi sur ces sujets-là, j'essaie de prendre du recul, si vous voulez. Et pour moi, en fait, extrême gauche, extrême droite, c'est pas ça le sujet. C'est comment un système médiatico-politique, pour se maintenir au pouvoir, arrive à changer d'idéologie de manière aussi rapide et de manière aussi excessive. Voilà, donc c'est pour ça que je suis pas forcément en désaccord avec toi, Rorschach du 13, mais c'est juste que pour moi, si on prend un maximum de recul, tout ça, c'est juste une longue succession d'idéologies dominantes qu'on nous impose, en fait. Et qu'aujourd'hui, on nous dit de soutenir Frontière et d'avoir un discours conservateur, mais dans 5 ans, ce sera différent. Regardez comment aux États-Unis, on est passé du wokisme à la ligne MAGA, à une vitesse extraordinaire. Donc c'est toute la force de la propagande de ce système, toute la force de ce système qui a la capacité de dominer les esprits. Et donc j'essaie juste de proposer un discours qui est de dire, c'est pas une question de droite-gauche, c'est juste une question d'observer ce mécanisme et ces idéologies qu'on nous impose, alors qu'au fond, c'est peut-être pas ce qu'on pense véritablement, tu vois. Mais voilà, c'est que mon point de vue là-dessus. Il y a pas mal de réactions, c'est intéressant sur ça. Il y a mon Babcom5 que j'embrasse qui dit « Rémi, souvent je suis OK avec toi, mais on se retrouve avec ces comptes bloqués. C'est pas top non plus, je pense à Nemesis ou d'autres. » Alors là, je vais être un peu taquin. C'est vrai qu'il y a TVL qui a parlé de ça, il y a plusieurs médias qui ont parlé de ça. Je crois que c'est le cas aussi de... Il y a eu un autre intervenant dans les médias alternatifs qui a dit que ses comptes avaient été supprimés du jour au lendemain et tout ça. Je leur envoie mon soutien. On est d'accord, je suppose que c'est chiant et le jour où ça m'arrivera, je ne ferai pas le malin. On est tout à fait d'accord. Je pose juste une question sur le plan de l'honnêteté intellectuelle. Demain, je sais pas, Usul, tiens, pour prendre une personnalité d'extrême gauche, Usul déboule et nous dit mes comptes ont été fermés, aidez-moi, faites des dons. Point. Sans aucune preuve, si ce n'est une accusation du camp d'en face de dire on nous en veut, on veut nous faire taire. Est-ce que vous prenez Usul au sérieux ? Je marche sur des œufs en vous disant ça, je sais que je vais encore peut-être pas me faire des copains, mais c'est pas très grave. C'est une question d'être cohérent et d'être honnête intellectuellement. C'est que moi, tout ce que j'ai entendu, au-delà de la sympathie, c'est Marc Toiti, voilà, au-delà de la sympathie que j'ai pour ces gens-là, TVL qui sont des gens super, le patron, comment il s'appelle, Martial, qui est adorable, qui est un type très gentil que j'avais rencontré 2 fois, qui est vraiment très sympatoche. C'est pas du tout une question de personne, j'insiste là-dessus une fois de plus, c'est pas une question d'individu, c'est pas une question de médias, mais je dis juste que, sauf erreur de ma part, et n'hésitez pas à me corriger en commentaire et dans le chat, à chaque fois que j'ai entendu ces histoires de comptes fermés, il y avait 0 preuve. J'ai jamais entendu par exemple le nom d'une banque, le nom de la banque concernée, pour pouvoir la name and shame, comme on fait avec Leroy Merlin, tu vois. Effectivement, donner des preuves de compte en banque, faut peut-être pas déconner, mais le nom de la banque. Dans toutes ces histoires, que ce soit TVL, Marc Toiti et compagnie, quelle banque est concernée ? Je suis peut-être passé à côté du dossier, hein, évidemment. N'hésitez pas à me dire justement dans le chat, mais
Mais moi, c'est ça qui m'interpelle. C'est que je veux bien prendre parti, je veux bien donner, je veux bien aider, faire ce que vous voulez, mais sans le nom de la banque, sans début de preuve, j'appelle juste à l'honnêteté intellectuelle. Si demain Blast fait ça, est-ce que l'extrême droite va prendre au sérieux Blast ? Ou pas critiquer une nouvelle instrumentalisation de je ne sais quoi. Donc, voilà, je marche sur des œufs parce que c'est pas du tout négatif. Je veux pas avoir encore de problème avec ça. Mais je dis juste que si c'était dans l'autre sens, est-ce qu'on prendrait au sérieux ce genre de discours sur la base des preuves avancées ? Et sûrement que c'est vrai. Vraiment, j'en sais rien en vérité. J'en sais rien. Donc voilà, je dis juste ça. Il y a Hervéro dans le chat qui dit « Ces histoires arrivent toujours à la même période, lors des campagnes de dons. » Ça après je sais pas. Otiluc dit le nom de la banque a été donné pour Alain Soral qui lui aussi a connu ça. Effectivement, je crois avoir le souvenir qu'Alain Soral avait donné le nom de la banque. Donc vous voyez en plus l'efficacité du name and shame, c'est ce qui se passe avec le roi Merlin. Donc sur ces histoires de comptes fermés, moi j'ai pas compris pourquoi les noms des banques n'étaient pas donnés. Je pense que ça aurait donné encore plus d'ampleur parce que c'est évidemment scandaleux, évidemment. Y a aucun doute là-dessus. Donc voilà un peu là-dessus. On va avancer les amis, il est déjà 17h30, j'ai absolument pas parlé de ce que je voulais, c'est formidable. On avance avec, dans le volet politique française, on commence avec Patrick Sébastien. Alors je sais qu'on en a parlé il y a 2 jours, mais je voulais revenir dessus rapidement parce que il y a une analyse de Laurent Ozon que j'aime beaucoup, dont j'apprécie beaucoup le travail. J'ai pas encore eu la chance de le rencontrer ni de le recevoir sur Juste Milieu. Et il a réagi à une intervention de Patrick Sébastien sur BFM TV le 17 novembre. Patrick Sébastien qui nous a dit ceci. Là, aujourd'hui, je vois mes potes agriculteurs, je les soutiens à 100% dans leur lutte contre le Mercosur. Mais évidemment. Dans ce qui revient beaucoup dans mes trucs, il y a l'Europe. Est-ce qu'on doit en sortir ou est-ce qu'on doit y rester en étant... Vous en pensez quoi, vous, Patrick Sébastien ? Moi, j'en pense que soit on doit en sortir complètement, soit on ne doit plus être inféodé à toutes les normes et à toutes les commissions. Parce que ça nous bouffe. Alors, on va me parler encore une fois de préférence nationale. C'est une référence nationale. Moi, je suis fier de mon pays et j'ai pas envie... C'est difficile aujourd'hui d'exprimer ça ? Moi, j'exprime parce que je m'en fous, j'ai pas peur. Là, aujourd'hui, je vois mes potes... Putain, Ursula von der Leyen, si tu pouvais fermer ta gueule. Non, il a pas dit ça. Alors, voilà la réaction de Patrick Sébastien, et je trouve ça très intéressant parce qu'il a ouvertement parlé de la possibilité de quitter l'Union européenne. Donc c'est déjà un peu plus de courage que Sarah Knafo. Plus ils ont le même brushing, donc c'est nickel. J'ai vraiment aimé cette position, et il y a une analyse qui m'a beaucoup plu. C'est la réaction de Laurent Ozon. Et justement, je vais vous la lire. C'est un message sur Twitter qui a été publié le 17 novembre. Je ne veux pas m'approprier l'analyse, donc bravo à Laurent Ozon, parce que je trouve qu'il y a vraiment des éléments très intéressants là-dessus, sur le fait que la question du Frexit soit posée par Patrick Sébastien. Je vous lis l'intégralité du raisonnement de Laurent Ozon. Détruire une opinion montante en la faisant porter par une personne ridicule, vulgaire ou incompétente est une technique fréquemment utilisée en médiacratie. Cette méthode consiste à discréditer une thèse, une idée, un concept, un programme, non pas en le réfutant sur le fond, mais en l'associant à des personnes, groupes ou figures perçues comme stupides, vulgaires, incompétentes ou moralement répugnantes. L'idée est que, par ce lien artificiel, les défauts de ces porte-paroles se transfèrent à l'argument lui-même, rendant plus facile de le ridiculiser ou de le rejeter sans débat rationnel. On infecte l'idée en la faisant endosser par un porte-parole inadapté, exemple un clown médiatique, un extrémiste caricatural ou un personnage grossier, ceux qui exploitent le biais cognitif de l'auditoire pour rejeter l'ensemble sans effort. Alors franchement, rien à rajouter. Vraiment rien à rajouter. Les termes sont peut-être un peu durs par moment, mais on comprend qu'il ne parle pas forcément que de Patrick Sébastien. Et c'est vrai que ça fait réfléchir. Je trouve que ça fait vraiment réfléchir sur ce genre de situation. Là encore, c'est pas une question d'individu, c'est pas contre Patrick Sébastien en tant qu'individu, mais sur le fait que, comme avec le Covid, les personnalités qui portaient la parole du Covid n'étaient pas sélectionnés pour leur pertinence scientifique au moment du Covid. C'est-à-dire qu'on voyait plus quelqu'un comme même Fabrice Divisio, que j'aime beaucoup, mais qui n'est pas médecin, qui n'est pas scientifique, qui n'a pas la légitimité de la blouse blanche, si j'ose dire. On voyait plus Fabrice Divisio que professeur Perron, par exemple. Même si on l'a vu un peu, professeur Perron, ou professeur Toussaint, ou d'autres, ou Alexandra Henrion-Code, qu'on salue et qu'on embrasse, évidemment. Ou Christine Coton, d'ailleurs, qu'on soutient, parce que je sais qu'elle a des soucis
soucis de santé, donc on l'embrasse évidemment, on la soutient. Donc je trouve que le Covid illustrait aussi ça. Et c'est pas contre les personnalités. Fabrice Vizio est quelqu'un de très sympathique, de très compétent dans son domaine. Francis Lalanne, quelqu'un de très gentil. Mais je trouve que les médias, de manière cynique, sélectionnaient volontairement leurs porte-parole, entre guillemets, les porte-parole, entre guillemets, pour mieux décrédibiliser la cause. Et vraiment, ce que dit Laurent Ozon, enfin, je trouve que c'est juste, c'est très bien écrit, c'est pertinent, c'est clair. Donc bravo à lui. Et je voulais revenir avec vous assez rapidement là-dessus, sur ce raisonnement. Dites-moi ce que vous en pensez une fois de plus. Avant qu'on se fende un peu la gueule sur mais une séquence, j'en parle dans la farce tranquille, donc je vais pas faire trop long là-dessus, mais le duel Zemmour-Glucksmann, je me suis régalé. On va regarder une petite séquence juste après. Dites-moi déjà hein, sur le chat ce que vous en pensez. On a quoi? On a Cool le tonton bourré du Cointab, nous dit Philanthrope. C'est tellement vrai, nous dit 7-0. Pauvre Patrick, nous dit Sam 6. C'est là où je trouve les mots sont peut-être un petit peu énervés. Mais comme dit, je pense pas que tout s'adresse à Patrick Sébastien. Alors, il y a Intomac qui précise « Ozon a complété, option, si le personnage a quelques qualités qui peuvent lui valoir une audience et que ça prend finalement, il peut acquérir un nouveau statut, celui de joueur de flûte au sens d'Amelin. Écrivez-lui un livre genre « Les Français se prennent en main », adjoignez-lui quelques communicants et en 12 mois, vous aurez des queues de 300 mètres sous la pluie de braves gens un peu cons qui vous expliqueront « ça ne peut pas être pire que Macron ». Ah, attends, c'est encore plus intéressant, j'ai pas vu le... Ah oui, t'as raison, pardon. Excuse-moi, merci Intomac d'être vigilant, parce que vraiment, j'ai pas vu. Il y a un rajout, effectivement, un rajout sur le premier commentaire. Merci à Intomac. Là-dessus, je l'avais même pas vu. Hervéro qui dit l'analyse d'Ozon se suffit elle-même, rien à rajouter. Je suis plutôt d'accord avec ça. Bayard 92 dit Rémi, pas d'accord, car le Frexit a besoin par des personnes qui respirent le peuple et pas seulement les politiques traditionnelles. Donc, comme quoi, ça fait pas l'unanimité, mais c'est intéressant aussi. On passe à l'autre sujet que je voulais évoquer rapidement. Je reviens là-dessus dans la farce tranquille, mais le débat Glucksmann-Zemmour, ça m'a terminé. Vraiment, deux constructions médiatiques qui se prennent le bec, ça m'a régalé. Regardez un petit extrait avec David Pujadas au milieu, sur son tabouret haut, c'était magnifique. Non, vous avez décidé... tant que je n'ai pas fini. Attendez, s'il vous plaît. C'est cette diversité que vous condamnez qui a fait de notre pays une grande nation qui a un destin. Mais moi, vous voyez, je ne rêve pas pour la France d'un destin à la hongroise, à la Orban, avec cette corruption, ce népotisme, cet entre-soi, des milices qui échappent à toute forme de l'égalité dans la rue. Moi, je rêve d'un grand destin pour la France. Monsieur Glucksmann, en Hongrie, il n'y a pas de petite Lola qui se fait découper par une Algérienne. En Hongrie, il n'y a pas de Thomas qui se fait tuer par un Chaïd. En Hongrie, il n'y a pas une Philippine qui se fait violer et massacrer par un Algérien ou un Tunisien. En Hongrie, il n'y a pas un petit Elias qui, parce qu'il va jouer au foot, se fait tuer par un Africain qui Hongrie, votre frère serait milliardaire. Je sais pas si votre beau-fils serait milliardaire. Monsieur Glucksmann, en Hongrie, vous obéiriez à Xi Jinping. Oui, en Hongrie, vous obéiriez à Vladimir. Voilà, c'est très très long. C'est très très pénible. Ce débat, c'était comme un toucher rectal qui dure 1 heure. Vraiment, c'est au départ, c'est nécessaire, mais à la fin, c'est long. Et moi, ce qui m'a paniqué, alors le débat, ce qui m'a fait paniquer, si vous voulez, le débat, Zemmour-Glucksmann, on a vraiment deux créatures médiatiques, surtout Glucksmann d'ailleurs, sur son rôle géopolitique par rapport à la Géorgie, notamment, puis bon, un peu piloté par les États-Unis, c'est maintenant assez factuel. Autant Éric Zemmour, j'aimais bien ses bouquins en tant que personnalité médiatique, autant je trouve que l'homme politique, de toute façon, est déjà dépassé, d'où Sarah Knafo, il n'en sera que le porte-flingue en vue de 2027. Donc on avait un débat entre deux personnalités, si vous voulez, pilotées, pour des raisons diamétralement opposées, au parcours pas vraiment politique, c'est-à-dire que aussi bien Glucksmann que Zemmour ne sont pas des gens qui ont brillé par leur volonté de servir le peuple dans la vraie vie. Personne n'a été maire d'une petite ville, ils n'ont pas été conseillers régionaux, conseillers départementaux, tout ce que vous voulez. Ce sont des créations médiatiques à qui on a fait faire de la politique. Donc le débat entre les deux, si vous voulez... un peu complexe, mais je trouve que ce qui me fait peur, c'est que hier, nous étions le 18 novembre 2025. Ça va être long, hein. On va passer une belle année, hein, je vous le dis tout de suite. 2026, ça va être très coquin.
Et on va rire. Et on va rire, c'est le plus important. Je peux vous dire qu'avec toutes ces conneries, on va tout faire pour avoir la banane. Parce que les grandes analyses, c'est sympa. Mais ça va être sympa 2 minutes, quoi. Ça va être sympa 2 minutes. Je pense il va être trop dangereux de prendre toutes ces conneries au sérieux, de vouloir faire des analyses sur des trucs aussi cons, sur des débats aussi cons. Et le plus important va être de garder la tête froide par rapport au cirque qui nous sera servi. Et je pense que vous pouvez compter sur votre serviteur. Voilà, en tout cas c'est la ligne. Vous allez le comprendre petit à petit dès le début de l'année prochaine. On va se fendre la gueule, c'est vraiment ce que j'ai en tête. Pour votre bien, pour mon bien, des gens qui font des raisonnements, des grandes analyses sur les déclarations de politiciens qui changent de déclaration le lendemain, donc il faut changer d'analyse. Vous en avez plein, vraiment allumez BFM, vous allez voir, vous en avez plein. Sur Juste ce Milieu, je peux vous garantie, satisfait, on va se fendre la gueule. Satisfait, j'espère, mais en tout cas, je ferai tout pour qu'on se fende la gueule, parce que vraiment, ça va être très très long. Donc voilà sur ce débat. Les copains. Je voulais parler politique internationale, Trump et Ben Salman. On va en parler la semaine prochaine, lundi. Je reviens le vendredi sur Lausanne. Donc on rattaquera le Juste Bistrot lundi, ça je vous le dis. Et donc là, on va faire des raisonnements. Alors, on va faire des raisonnements. Je voulais développer... C'est la nouvelle idée du moment. Je vous l'ai dit, se fendre la gueule, réfléchir, partir sur des territoires de pensée un petit peu différents. Et c'est un sujet que j'ai dans le crâne depuis 2 semaines. Et je vais développer ça devant vous. Et là, attention, ça va être le Philippe Candeloro de la réflexion sociopolitique. Vous allez pouvoir m'appeler comme ça. J'aime pas une coupe mulet, mais je suis pas si éloigné du mulet, si tu vois, voilà, un petit peu... Non, même pas. Non, on va couper court à tout suspense, même pas. Alors, c'est pas le moment philo. C'est vrai que je vous avais dit que je parlerais de stoïcisme. Ce sera lundi. Les amis. Je suis désolé. Je vais devoir raccrocher vers 18h15 ce soir parce que j'ai encore un peu de boulot. Il faut que je répète pour le spectacle demain. Et puis, je pars tôt demain matin. Donc, on fera le stoïcisme lundi. J'ai envie de vraiment prendre le temps de pas avoir d'autres choses à faire ensuite. Donc, lundi, on fera la séquence philo sur le stoïcisme. Ne vous inquiétez pas. Mais aujourd'hui, je voulais réfléchir autour de l'intelligence artificielle. La séquence que je vous propose s'intitule « Intelligence artificielle contre Bac Pro, le match ». Oui, alors là, comme ça, tu dis, tiens, on va s'emmerder. Il a pété les plombs, déjà, il a volé sa chemise à Indiana Jones, on va avoir des problèmes. Bon. Mais je vais essayer de vous démontrer que cette question con a un sens. A un sens et que je pense qu'elle a quelques réflexions pertinentes pour aider à comprendre peut-être les enjeux de notre monde, de ce qui se passe autour de nous. Donc premier point, pourquoi je vous parle de Bac Pro, c'est que c'est un sujet qui me touche parce que ça me plaît bien. J'ai fait un Bac Pro, voilà, je commence avec ça. Petite anecdote un peu personnelle, j'ai commencé mon parcours comme ça au lycée de la Chambre de commerce et de l'industrie de Nîmes. Je fais un Bac Pro commerce, pour la simple et bonne raison qu'en 3e, je devais faire un stage. Vous savez, alors moi je suis né en 94, donc je pense que ça existe toujours, les stages en entreprise en 3e, et j'avais fait chez Intersport parce que je voulais faire du commerce. Intersport, là où le sport vit plus fort, et Intersport, bon, j'ai pas beaucoup bossé parce qu'il me maintenait au sous-sol de l'entreprise pour pas que je croise le patron qui était un agresseur sexuel. Non, je déconne. Ça, c'est que sur Europe 1. Chez Intersport, j'ai pas eu ce genre de problème. Je pouvais vendre des godasses sans problème. Et donc, Intersport, le commerce m'avait beaucoup plu. Et à ce moment-là, voilà, j'avais des notes, j'avais 13-14 de moyenne. J'étais l'élève pénible, à mon avis. S'il y a des enseignants et des enseignantes qui nous regardent, j'étais l'élève relou qui fait des blagues, qui casse le rythme, mais qui n'a pas assez de mauvaises notes pour qu'on lui casse la gueule, tu vois. Donc, il y avait un mélange. Bref, je voulais faire du commerce, je vous passe les détails, je vous passe tout ça. J'arrive en Bac Pro Commerce. Effectivement, j'ai compris que c'était une voie de garage, ce que je trouve assez terrible. On met les élèves qui sont pas assez bons pour aller en bac général. Alors à l'époque, il y avait S, ES, L. Aujourd'hui, bon, c'est plus ou moins flunch. J'ai cru comprendre que les élèves au lycée faisaient à peu près ce qu'ils voulaient. Et donc, Bac Pro était une voie de garage. Et c'est un truc qui m'a toujours emmerdé de dire, au fond, en Bac Pro, on apprend un métier. D'ailleurs, le système scolaire allemand repose beaucoup plus sur la professionnalisation que nous, là où dans la voie générale, j'adore la littérature, mais on a plus besoin de bac pro secrétariat que de bac pro L, enfin que de bac généraux L, de bac littérature. Bon, ça c'est pour l'aspect un peu ma vie, t'as vu, les coulisses de mon existence, mais on s'en branle, et ça je veux bien l'entendre. Mais pourquoi je vous parle de ça ? L'intelligence artificielle est, je pense,
une fausse menace pour le bas de la pyramide. Je vous explique ça. Et après, vous allez voir, je reviendrai sur le lien avec les bacs pro. Pourquoi c'est la vengeance des bacs pro, d'une certaine manière. Vous avez vu, aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle. C'est la menace, ouh là là, l'intelligence artificielle, on va tous mourir. Globalement, c'est ça. On va mourir, voilà, dans des discours médiatiques qui n'ont aucune intention de créer de la peur. Alors ça, loin, alors là, non. Alors là, attention. Et on entend beaucoup ça. On entend beaucoup ce discours de la menace de l'intelligence artificielle sur nos sociétés, sur nos économies. Alors, évidemment que cela représente une menace, notamment dans les comportements. On a vu par exemple là, ces dernières semaines des exemples complètement fous d'individus, et pas que aux États-Unis, parce que souvent quand il y a des tarés, c'est aux États-Unis, de gens qui tombent amoureux d'une intelligence artificielle, par exemple. Ce que le mari de Marlène Schiappa ne peut pas. Il ne peut même pas tomber amoureux d'une intelligence. Donc, il y a des gens qui ont ce genre de problème aujourd'hui. Des types qui tombent amoureux en discutant avec une intelligence artificielle, qui tombent amoureux. Donc, complètement dingo. Donc, évidemment que l'intelligence artificielle représente une menace. Ça, c'est sûr et certain. Mais je vais vous prendre un exemple de ce qui s'est passé, que j'ai lu dans les Échos il y a une dizaine de jours. C'était au début du mois de novembre. Pour expliquer pourquoi je crois sincèrement que l'intelligence artificielle est une menace, mais que nous avons mal cerné. Et que l'intelligence artificielle, on va de moins en moins nous en parler dans les entreprises. Pour une raison que je vais vous proposer là, c'est une hypothèse. Cette séquence, on pourrait l'appeler les théories à la con. McKinsey, le cabinet de conseil que vous connaissez bien, a mis en place une cellule, il y a quelques temps, il y a quelques mois, sur l'intelligence artificielle. L'objectif était d'identifier les moyens d'amélioration possibles apportés par l'intelligence artificielle au sein du travail d'un cabinet de conseil, en l'occurrence McKinsey, qui est l'un des leaders du secteur, plusieurs milliards de dollars de chiffre d'affaires tous les ans. McKinsey a nommé des types dans une branche de McKinsey, c'est tellement tentaculaire que je crois que c'était aux États-Unis. McKinsey a nommé des types qui étaient chargés d'identifier comment l'intelligence artificielle pouvait améliorer le travail de McKinsey, fluidifier les processus, être plus efficace, plus efficient. Tu connais le langage de start-up, tu traverses la rue et on est nickel. Il y a des types qui ont fait ça, qui ont été chargés de faire ça. Ils ont mis en place, leurs recommandations ont été mises en place. Donc il y a une utilisation de l'intelligence artificielle au sein de McKinsey qui s'est développée, une utilisation qui était plus récurrente. Et certains des mecs qui ont mis ça en place ont été virés parce que leur métier n'était plus jugé nécessaire. Donc c'est une anecdote que vous pourrez vérifier, c'est ce qui s'est passé chez McKinsey il y a quelques mois. C'est une anecdote, mais c'est presque de l'ordre de la fable, de la métaphore. C'est-à-dire ces gens qui utilisent l'intelligence artificielle, qui recherchent comment l'intelligence artificielle pourrait les aider dans leur travail, améliorer leurs tâches, améliorer le rendu de leurs tâches, et qui finalement se font remplacer par l'intelligence artificielle, car ces métiers, ces postes-là ne sont plus jugés nécessaires. Et je pense que sincèrement, oui, l'intelligence artificielle représente des dangers sur certaines missions, sur certains postes, dans certains secteurs d'activité, mais surtout pour des postes qu'on appelle à col blanc. Parce que, qu'on le veuille ou non, ChatGPT ne pourra pas monter un mur demain. ChatGPT ne pourra pas faire du pain. Tant qu'on n'a pas inventé des robots capables du geste du maçon, par exemple, des gestes du maçon, c'est-à-dire des gestes qui réclament une technique, une forme de répétition, une force appuyée spécifique, ça arrivera un jour, ça, sans nul doute, il ne faut pas non plus être trop optimiste. Mais quand on fait peur aux prolos, pour utiliser des grandes cases, quand on fait peur au bas de la pyramide, en disant « Ouh là là, l'intelligence artificielle est une menace, vous avez vu, c'est flippant. » Mais le maçon, il s'en sort plutôt bien. Le maçon ne sera pas remplacé par ChatGPT. Par contre, le banquier, l'analyste financier, le mec en cabinet de conseil, voire la personne qui écrit les discours d'un politicien, à mon avis, vu comme c'est du haut niveau en général, ils vont pas être emmerdés. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que on a créé, et il y a évidemment une crainte avec l'intelligence artificielle, il y a une crainte sur plein de secteurs, on pourrait pousser le raisonnement sur des métiers qui ne sont pas forcément col blanc, qui ne sont pas forcément des métiers du bas de la pyramide, mais où il y a un impact. On peut penser par exemple au secrétaire médical. Effectivement, l'arrivée de l'intelligence artificielle va avoir un impact à plusieurs niveaux de nos sociétés, c'est très clair. Mais je pense que les tranches socio-économiques qui ont le plus à craindre de l'intelligence artificielle sont les tranches dont le métier est le plus éloigné
d'un métier manuel, d'un contact physique avec la chose, de faire quelque chose. Évidemment, quand vous avez un clavier, vous écrivez des textes, oui, effectivement, vous faites quelque chose. Mais de manière palpable, vous n'avez pas monté un mur, vous n'avez pas préparé un plat, vous n'avez pas soigné un patient, vous n'avez pas coiffé quelqu'un. Faire au sens physique, au sens palpable. Et en cela, je trouve que la peur qu'on essaie de créer autour de l'intelligence artificielle est mal ordonnée. Et s'il y a des gens qui doivent avoir peur, ce sont, paradoxalement, ces gens qui instrumentalisent la peur autour de l'intelligence artificielle. Prenez les journalistes qui nous pondent des articles à longueur de journée pour dire « Ah là là, la bulle de l'intelligence artificielle, ça va tous nous remplacer, on va tous mourir ». Mais ces journalistes-là sont remplaçables bien plus facilement que le prolétaire au métier manuel qui lit leurs journaux, donc qui lit leurs articles. Donc, pour le petit raisonnement que je voulais vous proposer, c'est que je trouve que l'intelligence artificielle, on a créé une peur, alors qu'il y a beaucoup de positifs là-dedans. Il ne faut pas l'ignorer non plus. L'intelligence artificielle permet des avancées incroyables dans le milieu scientifique, dans le milieu médical, même dans notre quotidien. Ça permet de simplifier pas mal de choses. Tant qu'on ne délègue pas notre cerveau. Mais c'est comme tout. Si vous utilisez un outil et que cet outil n'est plus utilisé comme un outil, mais comme quelqu'un qui vous remplace, que ce soit intellectuellement, manuellement ou je ne sais quoi, et que vous perdez la connaissance au profit de cet outil, par exemple, faire du pain, si vous déléguez votre connaissance à une machine à pain, au bout d'un moment, vous oubliez comment faire du pain. C'est pas plus con que ça. Donc, à partir de là, l'intelligence artificielle a du positif, il y a une part, on va dire, d'entre-deux, mi-positif, mi-négatif, si on n'arrive pas à gérer notre rapport à ça, notre rapport à l'outil. Et il y a évidemment une part négative qui pèse sur nos sociétés, mais qui, pour moi, menace en premier lieu des métiers, pas bourgeois, mais des métiers, on va dire, plus proches du secteur des élites. Et des élites qui ont brillé par leur cynisme. Et demain, l'exemple de McKinsey, voilà pourquoi je vous le citais, c'est que ces élites qui brillent par leur cynisme, par leur manque d'empathie, par leur capacité à ne regarder les individus, les humains, que comme des chiffres, à ne calculer que l'intérêt d'un individu à travers sa rentabilité, à travers les coûts qu'il représente. Demain, si l'intelligence artificielle dit à ces gens-là de se virer, ils se vireront. Et c'est ce que je trouve assez intéressant, ce que je trouve assez passionnant par rapport à l'intelligence artificielle, pour essayer d'avoir un discours un peu positif, c'est de dire... Et d'où la revanche des bacs pro, c'est que, je prends cet exemple des bacs pro parce que je vous l'ai dit, il y a une petite sensibilité personnelle, mais par bac pro, j'entends les gens qui font des métiers manuels, des métiers pratiques, des métiers du quotidien. Ces gens-là qu'on pourrait un peu mépriser et à qui on peut faire peur en disant, vous savez, vous ne servez pas à grand-chose, vous savez, vous ne faites pas grand-chose, votre travail ne génère pas des millions d'euros de chiffre d'affaires, l'IA, elle va facilement vous remplacer. Ben, c'est pas si sûr, c'est pas si certain. Imaginons demain, si vous avez le choix, est-ce que vous préférez avoir recours à un coiffeur intelligence artificielle, ce qui d'ailleurs ne peut pas exister, à un médecin généraliste intelligence artificielle, c'est-à-dire qui pourra, avec des capteurs, pourrait vous dire à peu près comment vous êtes malade et tout ça, mais vous êtes face à une machine, alors qui ne va pas pratiquer d'actes de soins, qui va simplement identifier votre état de santé. Est-ce que vous préférez avoir un lien avec un médecin intelligence artificielle ou avec un député intelligence artificielle ? Eh bien, tu vois, je trouve que la menace, elle est beaucoup plus importante pour nos députés, par exemple. Demain, on pourrait avoir une assemblée nationale gérée par intelligence artificielle. C'est le cas, par exemple, au Népal, si je ne dis pas de bêtises. Alors, il y a eu de graves troubles sociaux là-bas. Il y a eu d'immenses manifestations qui ont fait tomber le pouvoir du côté du Népal. Et sauf erreur, ils ont élu derrière une ministre par intelligence artificielle. Et donc, c'est là où... il y a eu en Albanie, Albanie ou Moldavie, il y a eu un pays à l'Est également. Donc, ce que je veux dire par là, c'est pas pour vous dire que l'intelligence artificielle n'est pas dangereuse, évidemment, mais c'est comme tout. Le mec qui a inventé le couteau à pain, au début, il voulait couper son pain de campagne. Il s'est pas dit quelqu'un va le planter dans le voisin. Donc, l'invention d'un outil devient dangereuse selon l'usage qu'on en a. Rares sont les outils qui sont dangereux de base. Alors, il y a par exemple le contre-exemple de la bombe atomique, ça on est d'accord. Bon, bombe atomique au départ, tu dis il y a quand même une intention de nuire à un moment donné. Mais comme je vous dis, l'exemple du couteau à pain, le mec qui a inventé le couteau à pain était peut-être pas persuadé au départ que ça allait être utilisé comme une arme potentiellement. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que l'intelligence artificielle, c'est pareil, ça peut représenter une menace de manière incertaine, ça représente une menace certaine sur certains aspects, et je trouve que ça représente aussi un aspect très positif. Et
vous allez voir que, par exemple, le recours à l'intelligence artificielle va être bien plus long que le recours à la mécanisation dans les usines, par exemple. Lorsque l'électricité s'est installée, s'est démocratisée, qu'il y a eu la mécanisation sur les chaînes de production, par exemple, on a viré des ouvriers à la pelle. Là, la technologie s'est répandue à une vitesse extraordinaire. Et je suis à peu près persuadé que l'intelligence artificielle n'aura pas le même destin. L'intelligence artificielle sera répandue de manière beaucoup plus longue dans les instances politiques, par exemple dans les grandes entreprises. Vous prenez le conseil d'administration d'une grande banque. Qui est plus à même de décider de la stratégie de la banque? Des cerveaux humains, avec leur finitude, avec leur incapacité à maîtriser toutes les données, à prendre des jugements qui sont soumis à l'émotion, qui sont soumis à l'incertitude. Est-ce que vous préférez un conseil d'administration comme ça ou un conseil d'administration ChatGPT qui peut mesurer une quantité de données extraordinaire et prendre des décisions qui ne sont pas soumises à l'émotion, à la partialité, à la subjectivité. Donc, je trouve sincèrement qu'il y a, pour le bas de la pyramide, pour les gens d'en bas, pour les sans-dents, comme dirait François Hollande, je pense vraiment qu'il y a, dans l'immédiat, parce que comme dit, le danger d'un outil vient de ses détournements, je pense qu'il y a aujourd'hui moins à craindre sur l'intelligence artificielle que ce que nos élites ont à craindre. Parce que si des gens peuvent être remplacés, ce sont eux. Et comme ces gens viennent de strates socio-économiques où la rentabilité fait foi, où seule la rentabilité compte, où les individus sont mesurés à leur productivité et à l'argent qu'ils ramènent, je pense qu'il y a un danger beaucoup plus important pour eux dans un premier temps. Tant que la mécanisation ne se couple pas à l'intelligence artificielle. Et là, je suis d'accord que ça peut faire s'effondrer mon raisonnement, mais de toute façon, dans 500 ans, on risque d'être dans un monde un peu plus hostile qu'aujourd'hui, si on suit ce rythme-là. Donc, ou alors, ou pas, on peut être positif ou négatif, mais là, ou pessimiste, mais là, ça tient à la disposition d'esprit de chacun. Donc, voilà ce que je voulais vous dire sur cette petite réflexion, cette revanche des bacs pro, finalement. Je voulais réfléchir avec vous. Une vidéo sans forcément, tu vois, y a pas de, vous sortez pas de ça en disant Macron salaud, je sais pas, juste de se creuser la caboche. Voilà, je dis pas que c'est la vérité, tu vois, je te fais une vidéo, c'est juste, j'avais ça dans la tête, je voulais vous en partager, tu vois, vous partagez les réflexions, vous créez des réflexions aussi de votre côté sans conclusion. C'est vraiment des vidéos sans conclusion, tu vois. C'est vraiment, ça retombe comme ça. Et puis réfléchissons ensemble justement dans le chat. Dites-moi ce que vous en pensez, ce que ça évoque un petit peu chez vous, que vous soyez d'accord, pas d'accord ou pas. Le petit Go qui dit pas d'accord. Aujourd'hui, le discours a évolué et le pro n'est pas valorisé uniquement car il coûte plus cher que le général. Aujourd'hui, un plombier a une meilleure sécurité d'emploi qu'un cadre. Anarchy08, je ne suis pas sûr qu'un riche accepterait de se faire défendre par une IA en cas de procès. Ils feront appel au ténor du barreau. Synchronique, les gens utilisent le terme IA à tort. On parle de machine learning ou deep learning. J'en ai fait pendant 2 ans et je les ai toutes testées. L'IA n'existe pas encore. Ce sont des chatbots idiots qui synthétisent ce qu'ils voient grâce à des data centers qui polluent et coûtent une blinde. Babcom5 dit Eric Sadin en parle très bien dans un Thinkerview. Absolument, j'aime beaucoup Eric Sadin, c'est l'ère de l'individu tyran, un de ses bouquins que je trouve extraordinaire. Bayard92 dit Rémi, pour ton info, il existe des imprimantes 3D pour construire des bâtiments. Effectivement. Louis 7592, et attention, on utilise le terme intelligence artificielle un peu à tort. Ça va dans l'idée de ce que disait le camarade tout à l'heure. Ce n'est pas une intelligence mais un modèle statistique qui ne fait que donner la réponse qui a le plus de chances de répondre à une question posée. Donc l'IA ne peut pas être créative pour l'instant. Donc voilà, c'est intéressant. Il y a des réflexions. Et Baldacat qui dit Rémi, ce serait pas mal d'organiser un entretien avec Philippe Guillemant, c'est un spécialiste de l'IA. C'est que j'en ai beaucoup entendu parler de ce monsieur. Et j'ai récemment acheté l'un de ses livres d'ailleurs pour le découvrir. Phil Goudon qui dit c'est le point de vue développé par plusieurs experts IA. Et quand on sait que la France s'est tournée vers les métiers de service, ça peut faire très mal. C'est intéressant. Il y a plein de réflexions supplémentaires. Chicolio qui dit allons plus loin, est-ce que l'interdiction de véhicules autonomes ne serait pas liée à la rentrée d'argent d'amende? Réflexion aussi intéressante. Kong Bietso, les LLM ne menacent pas les jobs sérieux, uniquement les bullshit jobs. Effectivement, la qualification de bullshit job de David Graber, voilà, qu'on embrasse feu David Graber d'ailleurs. Donc voilà les copains sur cette petite réflexion. Cadeau. Parce que ça change, de quitter un peu l'immédiateté de l'actu, tu vois, et de voir ce qu'on peut faire. Et puis je vous le dis, j'aime bien des moments où en fait, j'ai pas de réponse. Voilà, on va arrêter de tout caler, tout machin, tout bidule. Moi j'aime bien ça. Les copains, ce que je pouvais
vous dire. Donc voilà les amis pour ça. On va se quitter là-dessus, 17h58. La farce tranquille commence dans 2 minutes, tu vois, le timing est parfait. Je vous donne rendez-vous sur la chaîne YouTube Juste Milieu pour la farce tranquille, épisode 216. Ça va taquiner, évidemment, vous vous en doutez. Et nous, on va se retrouver la semaine prochaine dans le Juste Bistrot, lundi prochain, très exactement. Je vous donne l'info, c'est un scoop, on est entre nous. Dimanche prochain, c'est dans la boîte, la vidéo est prête, tout est prêt. C'est d'ailleurs déjà sur la boîte noire. Le Louis Sarkozy Comedy Club, épisode 2. Voilà, je peux pas en dire plus. Dimanche, 17h. J'espère que ça va vous plaire, les copains. Voilà, vous avez les rendez-vous de la semaine. Et puis nous, on va se retrouver lundi prochain, évidemment. Rendez-vous à Paris. Pour les copains qui viennent au spectacle Zinzin demain à 20h. On va se fendre la gueule, on va être ensemble. Et puis après, rendez-vous à Genève le 13 décembre, vous le savez, du côté de la Suisse, mais pas que. Tu peux venir de Saint-Julien-en-Genevois, voilà, c'est pas loin. Et puis voilà. Je vous embrasse, les amis. Passez une excellente soirée. Bonne farce tranquille. Vive la rigolade, vive la France. Et rendez-vous la semaine prochaine. Allez.